L'air de Florence, en cette année 1633, portait en lui la lourde senteur des siècles passés, un mélange d'encens et de pierres séculaires, de cuir tanné et d'épices venues d'Orient, de l'humidité persistante des ruelles étroites et de la fumée âcre des foyers. La ville, écrin de la Renaissance, s'étirait sous un ciel d'azur, ses toits de tuiles rouges s'agençant comme les écailles d'un dragon endormi, dominé par la coupole majestueuse de Brunelleschi, un défi audacieux à la gravité et aux cieux. Partout, le marbre froid des palais et des églises racontait des histoires de grandeur, de foi inébranlable et de pouvoir temporel. Mais sous cette surface immuable, un frisson courait, une fissure à peine perceptible commençait à s'ouvrir dans le grand édifice de la connaissance. Dans son bureau encombré du Palazzo Pitti, ou peut-être de sa propre demeure, Galileo Galilei, la cinquantaine bien entamée, les cheveux clairsemés et le front buriné par des années d'observation nocturne, penchait sur une pile de parchemins. La lueur vacillante d'une lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de cartes célestes et d'esquisses d'instruments optiques. L'odeur du papier jauni et de l'encre de noix imprégnait la pièce, se mêlant à celle, plus subtile, du laiton poli de ses télescopes et des herbes médicinales que son assistante utilisait parfois pour ses maux de tête chroniques. Il portait une houppelande de velours sombre, usée au coude, par-dessus une chemise de lin simple, le vêtement d'un homme dont l'esprit était constamment ailleurs, absorbé par les mystères de l'univers plutôt que par les frivolités de la mode. Ses doigts, à la fois agiles et délicats, parcouraient les lignes d'un diagramme complexe, traçant la trajectoire d'une planète, ou peut-être le mouvement des lunes de Jupiter qu'il avait baptisé étoile médicéenne, en l'honneur de ses bienfaiteurs. Ses yeux, d'un bleu profond et perçant, étaient ceux d'un homme qui avait vu l'invisible, qui avait osé lever son regard vers le firmament avec une curiosité insatiable, non pas pour y lire des présages, mais pour y déchiffrer les lois mécaniques de Dieu. La nuit florentine filtrait par la fenêtre à meneaux, apportant le murmure lointain de la ville endormie, le pas cadencé d'une patrouille, le chant mélancolique d'un rossignol dans un jardin voisin, le son assourdi des cloches de l'Angélus, rappelant à tout la présence omniprésente de l'Église. Galiléo était un homme de son temps, pétri de la culture de la Renaissance, mais il était aussi en avance sur son époque, un pont entre l'ancienne philosophie et la science moderne naissante. Il ne se contentait pas de spéculer, il observait, mesurait, expérimentait. C'était cette méthode, ce refus de l'autorité dogmatique au profit de l'évidence empirique, qui le plaçait sur une trajectoire de collision inévitable avec les puissantes institutions de son monde. Il avait autrefois enseigné à Pise, une ville plus austère, plus ancrée dans les traditions scolastiques. Là-bas, il avait déjà défié les préceptes aristotéliciens en démontrant la loi de la chute des corps, une audace qui avait fait grincer des dents. Mais c'est à Florence, sous la protection éclairée des Médicis, que son génie avait véritablement éclos. Le grand-duc Côme II de Médicis, son ancien élève, avait été son plus fervent admirateur et son plus grand soutien. Côme, un jeune homme à l'esprit vif et curieux, avait reconnu en Galiléo non seulement un maître, mais un visionnaire. Il l'avait rappelé à la cour florentine, le nommant mathématicien en chef de l'université de Pise et surtout philosophe et mathématicien du grand-duc de Toscane. Ce titre, apparemment honorifique, était une clé précieuse. Il libérait Galiléo des contraintes de l'enseignement universitaire, lui offrant le temps et les ressources nécessaires à ses recherches. Plus importante encore, il le plaçait sous la protection directe de l'une des familles les plus puissantes d'Italie, un bouclier contre les jalousies académiques et les premières gronderies théologiques. Galiléo se souvenait de la cour des Médicis, un tourbillon d'intellectuels, d'artistes, de diplomates, où l'élégance des costumes de soie et de brocart côtoyait la splendeur des œuvres d'art nouvellement commandées. Les jardins de Boboli exhalaient des parfums de jasmin et de cyprès, et les fontaines chantaient une mélodie constante. Dans ce cadre somptueux, où le pouvoir et la beauté se mariaient à l'érudition, Galiléo avait trouvé un environnement propice à ses découvertes. C'était là qu'il avait perfectionné son « lunette d'approche », ce simple tube de lentille qui avait ouvert une fenêtre sur un univers inconnu. Il avait braqué son télescope vers la Lune, révélant ses cratères et ses montagnes, brisant l'idée d'une sphère céleste parfaite et immuable. Il avait découvert les 4 plus grandes lunes de Jupiter, des astres tournant autour d'une autre planète, une miniature du système solaire qui défiait la vision géocentrique où tout tournait autour de la Terre. Il avait observé les phases de Vénus, similaires à celles de la Lune, une preuve irréfutable que Vénus tournait autour du Soleil et non de la Terre. Ces observations n'étaient pas de simples curiosités astronomiques, elles étaient des coups de marteau assenés aux fondations de la cosmologie aristotélicienne et, par extension, à la théologie qui s'en était imprégnée. Le silence de la nuit était parfois rompu par le craquement du bois dans la cheminée éteinte, ou le bruissement d'une page tournée. Galiléo ferma les yeux un instant, les doigts serrés sur le parchemin. Il ressentait une excitation presque enfantine à chaque nouvelle découverte, une joie pure devant la révélation des lois divines inscrites dans le cosmos. Mais cette joie était de plus en plus tempérée par une anxiété sourde. Il savait que ces vérités, aussi évidentes fussent-elles à ses propres yeux, étaient perçues comme des hérésies par d'autres, des menaces à l'ordre établi. L'Église catholique, en pleine contre-réforme,
était une puissance colossale, non seulement spirituelle mais aussi politique et intellectuelle. Elle avait survécu au schisme et aux hérésies, et sa doctrine était un rempart inébranlable. L'idée que la Terre n'était pas le centre immobile de l'univers, que les Écritures pouvaient être interprétées différemment des lectures littérales, était une provocation intolérable. L'autorité papale ne pouvait être remise en question, et avec elle, la vision du monde qu'elle avait adoptée et sanctifiée. À Rome, loin des cieux scrutés par Galiléo, le cardinal Maffeo Barberini, futur pape Urbain VIII, évoluait dans les couloirs opulents du Vatican. Il n'était pas encore le pontife, mais son influence était déjà immense. C'était un homme d'une intelligence rare, un érudit cultivé, poète à ses heures, collectionneur d'art et un mécène généreux. Sa bibliothèque regorgeait de volumes reliés de cuir, de manuscrits grecs et latins, et il appréciait les débats intellectuels, y compris ceux qui touchaient aux nouvelles idées scientifiques. Barberini avait même été un ami et un admirateur de Galiléo. Il avait défendu les découvertes de l'astronome à plusieurs reprises, voyant en lui un esprit brillant, un champion de la raison. Ses propres écrits poétiques faisaient parfois référence aux étoiles, et il était fasciné par l'ingéniosité de l'esprit humain. Barberini, dans sa pourpre cardin à lys, dégageait une aura de puissance raffinée. Ses traits étaient fins, son regard pénétrant, et sa voix, lorsqu'il s'exprimait, était mesurée et autoritaire. Il était le produit d'une éducation jésuite rigoureuse, imprégnée de la théologie la plus orthodoxe, mais aussi ouvert aux beautés de la création et aux avancées de la pensée. Il croyait fermement que la science et la foi pouvaient coexister, que la première pouvait même glorifier la seconde en révélant la magnificence de l'œuvre divine. Cependant, il y avait une ligne infranchissable, celle de la doctrine. Les Écritures étaient la parole de Dieu, et leur interprétation ne pouvait être laissée à la discrétion de n'importe quel philosophe, surtout si cela risquait de semer le doute parmi les fidèles. Dans l'ombre de Barberini, mais non moins influent, se tenait le cardinal Robert Bellarmine. Jésuite éminent, théologien respecté et inquisiteur redouté, Bellarmine représentait l'incarnation de la prudence théologique et de la rigueur doctrinale. Son visage ascétique, encadré par sa barbe blanche et sa calotte rouge, reflétait une vie de dévotion intellectuelle et spirituelle. Il était l'un des esprits les plus brillants de son temps, un maître de la controverse, dont la mission était de défendre l'Église contre toute forme d'hérésie. En 1616, c'était lui qui avait signifié à Galilée la première mise en garde, lui intimant de ne pas tenir ni défendre la doctrine copernicienne comme une vérité physique, mais seulement comme une hypothèse mathématique. Bellarmine n'était pas un obscurantiste. Il était prêt à considérer de nouvelles preuves, mais seulement si elles étaient irréfutables et si elles ne contredisaient pas ouvertement les Écritures telles qu'elles étaient interprétées par l'Église depuis des siècles. Pour lui, la question était avant tout théologique. Si la Terre tournait autour du Soleil, cela remettait en question des passages bibliques clairs, et cela pouvait ébranler la foi des simples gens. La sagesse du Créateur, telle que révélée dans les Écritures, devait primer sur les observations fragmentaires des hommes. Son devoir était de protéger la vérité révélée, même si cela impliquait de restreindre la liberté de pensée scientifique. Galiléo, dans son bureau florentin, pensait parfois à Bellarmine, à la force tranquille de sa conviction. Il ne voyait pas en lui un ennemi personnel, mais un représentant de cette autre vision du monde, celle qui privilégiait la tradition et l'autorité sur l'expérience directe. Il se souvenait des paroles de Bellarmine, prononcées avec une gravité solennelle, qui l'avait exhorté à la prudence. Si une preuve réelle et certaine devait être trouvée que le Soleil est au centre du monde, alors il faudrait procéder avec une grande circonspection à l'explication des Écritures qui semblent contraires. Mais ces preuves, pour Bellarmine, n'étaient pas encore apportées, et la prudence était du côté de l'Église. Le grand-duc Ferdinand II de Médicis avait succédé à son père comme II. Jeune homme, lui aussi avait été un élève de Galiléo et avait hérité de l'intérêt familial pour les sciences. Sa cour était tout aussi brillante, et il continuait à offrir à Galiléo son soutien. Mais le monde avait changé. La ligne entre la science et la théologie s'était durcie. Les avertissements de Bellarmine en 1616 avaient été clairs. La doctrine copernicienne était fausse et contraire à l'Écriture sainte. Galiléo avait promis d'obtempérer, du moins en apparence, mais sa passion pour la vérité était trop forte pour être contenue. Il avait continué ses recherches, accumulant les preuves, affinant ses arguments. En 1632, il avait publié son œuvre maîtresse, le « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », un ouvrage audacieux qui mettait en scène trois personnages. Salviati, le défenseur du système copernicien, Sagredo, l'homme neutre et curieux, et Simplicio, le défenseur de la vision aristotélicienne et ptolémaïque. Simplicio, avec son nom évocateur, était dépeint comme un homme un peu simplet, incapable de comprendre la nouvelle science. C'était ce livre, ce chef-d'œuvre de rhétorique et de science, qui allait sceller le destin de Galiléo. Il avait été écrit avec l'approbation initialement tacite, puis plus explicite, de son ami Barberini, devenu entre-temps pape Urbain VIII. Galiléo avait cru pouvoir naviguer entre les écueils théologiques en présentant le copernicianisme comme une hypothèse. Mais le ton du « dialogue »
l'éloquence de Salviati et la naïveté de Simplicio allaient être interprétées de manière dévastatrice. La lumière de la lampe vacillait, menaçant de s'éteindre. Galiléo, les yeux fixés sur ses notes, sentait le poids de ses années de travail, de cette quête incessante de la vérité. Il avait commencé sa carrière comme un jeune homme brillant et audacieux, plein d'une confiance inébranlable en la capacité de l'esprit humain à comprendre l'univers. Il était maintenant un homme mûr, respecté dans les cercles savants, mais aussi craint et critiqué dans les milieux ecclésiastiques. Il avait vu les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne, les étoiles innombrables de la Voie lactée. Il avait sondé les profondeurs du cosmos et en avait ramené des vérités qui contredisaient des millénaires de pensée. Le silence de la nuit florentine enveloppait le vieil homme et ses manuscrits. Les ombres dansaient sur les cartes célestes, donnant l'impression que les constellations elles-mêmes s'agitaient, prêtes à témoigner de ce qu'il avait vu. Il sentait le froid du marbre sous ses pieds et le souffle léger d'une brise par la fenêtre ouverte, portant le parfum des orangers. Chaque détail de son environnement était ancré dans cette Italie du XVIIe siècle, une Italie de contraste, où la magnificence de l'art et de l'érudition côtoyaient la rigidité de la doctrine et la puissance de l'Inquisition. Galiléo savait qu'il avait franchi une ligne, non pas par défi, mais par l'impératif de la vérité. Il avait présenté ses arguments avec clarté, avec passion, persuadé que la raison finirait par l'emporter. Il avait mis sa foi dans la logique, dans l'observation, dans le langage mathématique que Dieu lui-même avait utilisé pour écrire l'univers. Mais il avait sous-estimé la force de l'inertie, le poids de la tradition, la peur du changement qui animait tant d'hommes, même les plus puissants. Dans l'esprit de Galiléo, les voix de Salviati et de Simplicio résonnaient encore, les arguments s'entrechoquant. Il avait voulu éclairer, non provoquer. Il avait cherché à concilier, non à diviser. Pourtant, le ton de son chef-d'œuvre, l'ironie subtile mais mordante qu'il avait tissée à travers les dialogues, allait être perçu comme une insulte personnelle par celui qui était désormais le plus puissant homme de la chrétienté, le pape Urbain VIII. Le jour n'allait pas tarder à poindre sur Florence, baignant la ville d'une lumière nouvelle, mais pour Galiléo, les ombres s'allongeaient. Le chemin qu'il avait tracé, pavé de découvertes et de vérités inébranlables, allait bientôt le mener non pas vers la gloire espérée, mais vers le tribunal redouté de l'Inquisition, au cœur même de Rome. La scène était prête, les acteurs en place, et le drame du siècle allait bientôt se jouer, un drame où la science défiait la foi, et où un homme seul, armé de sa lunette et de sa raison, allait affronter la puissance d'une institution millénaire. Les cieux, silencieux et indifférents, gardaient leurs secrets, tandis que sur terre, le tumulte montait, annonçant l'orage qui allait s'abattre sur Galilée. Le craquement du charbon dans le brasero, l'humidité qui s'infiltrait par les vieilles pierres, le murmure du vent dans la cheminée, tout semblait annoncer l'imminence d'un événement majeur, d'une confrontation inévitable entre la lumière de la connaissance et les ténèbres de l'ignorance volontaire. Il était à la croisée des chemins, un point de non-retour, et il le savait, au plus profond de son être. La vérité, une fois dévoilée, ne peut être niée. Et Galiléo, par-dessus tout, était un homme de vérité. Le jour se leva sur Florence, non pas d'une lumière nouvelle, mais d'une clarté teintée de la même anxiété que celle qui étreignait le cœur de Galiléo. Les premiers rayons du soleil, filtrant à travers les vitraux poussiéreux de son étude, peignaient des arabesques dorées sur les cartes célestes et les instruments de cuivre. Le parfum des orangers et le chant des oiseaux ne parvenaient pas à dissiper l'atmosphère lourde qui s'était installée depuis la publication de son « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ». Le livre, sorti des presses florentines quelques mois plus tôt, en cette année 1632, avait d'abord été accueilli par une vague d'enthousiasme dans les cercles savants d'Italie et au-delà. Les esprits curieux, avides de nouvelles connaissances, s'étaient plongés dans ces pages, délectés par la clarté de la prose de Galiléo, la vivacité des dialogues et la force implacable des arguments. Ses partisans y voyaient la consécration d'une vie de recherche, la preuve irréfutable que la Terre n'était pas le centre immobile de l'univers, mais un astre parmi d'autres, dansant autour du Soleil. Des copies reliées de cuir et de parchemin filaient à travers l'Europe, portées par des marchands, des diplomates et des universitaires, semant les graines d'une révolution intellectuelle. Mais cette effervescence était une lame à double tranchant. À Rome, au cœur de la papauté, l'ouvrage fut examiné avec une attention bien différente. Les échos des discussions enflammées qu'il suscitait parvinrent aux oreilles des théologiens et des inquisiteurs, et leur lecture ne fut pas celle d'un simple traité scientifique. Chaque mot, chaque phrase, chaque nuance était passée au crible, non pas pour sa valeur scientifique, mais pour sa conformité à la doctrine établie et au décret de 1616. Le pape Urbain VIII, Maffeo Barberini, jadis l'ami et le protecteur de Galiléo, avait d'abord accordé une autorisation tacite à la publication, pourvu que l'hypothèse copernicienne fût présentée comme telle, et non comme une vérité absolue. Il avait même suggéré à Galiléo d'inclure ses propres arguments contre la rotation de la Terre, une preuve de sa bienveillance et de son désir de voir la discussion se dérouler dans le respect des formes. Mais la réalité du « dialogue » s'avéra bien différente de ses attentes. Dans les couloirs feutrés du Vatican, l'air était devenu électrique. Les rapports remontaient au pape, des murmures, puis des accusations plus directes.
On lui souffla que le personnage de Simplicio, le défenseur des thèses aristotéliciennes et ptolémaïques, le représentant de l'ancienne sagesse, avait été dépeint avec une telle maladresse, une telle naïveté, qu'il ne pouvait être qu'une caricature. Et ce qui était pire, c'était que Simplicio utilisait des arguments qui étaient étrangement similaires à ceux qu'Urbain VIII lui-même avait avancés lors de ses conversations avec Galiléo, des arguments qu'il considérait comme la quintessence de la sagesse divine. La colère du pontife Barberini, homme de lettres et de pouvoir, était une chose terrible à contempler. Son visage, habituellement marqué par une intelligence vive et une certaine bonhomie, se durcissait, ses yeux sombres lançant des éclairs. Il se sentait personnellement trahi. Non seulement Galiléo avait osé présenter comme une vérité ce qu'il devait maintenir comme une simple hypothèse, mais il avait en plus, pensait-il, utilisé ses propres paroles, les paroles du vicaire du Christ, pour les mettre dans la bouche d'un imbécile. C'était une humiliation publique, une moquerie à peine voilée, orchestrée par un homme qu'il avait choyé et défendu. Le pape ne pouvait plus tolérer une telle insolence. Sa position politique était déjà fragile. La guerre de 30 ans faisait rage en Europe, les puissances protestantes gagnaient du terrain, et l'autorité de l'Église était constamment défiée. Dans ce contexte, toute remise en question de la doctrine, même scientifique, était perçue comme une brèche dans le mur de la foi, un signe de faiblesse que ses ennemis ne manqueraient pas d'exploiter. Il devait affirmer son autorité, non seulement pour le bien de l'Église, mais pour sa propre survie politique. Un vent glacial commença à souffler de Rome vers Florence. Le Saint-Office, l'Inquisition romaine, fut saisi de l'affaire. Ses membres, des hommes austères et inflexibles, dont la mission était de protéger l'orthodoxie catholique, se mirent au travail avec une diligence froide. Ils ne cherchaient pas la vérité scientifique, mais la conformité théologique. Les décrets de 1616, qui avaient déclaré la doctrine copernicienne, fausse et contraire à l'écriture sainte, étaient leur boussole. Galiléo, dans son étude florentine, sentait la pression monter. Les lettres de ses amis romains, d'abord encourageantes, devinrent de plus en plus alarmistes. On lui conseillait la prudence, le silence. Mais la prudence n'était pas la vertu première de Galiléo quand il s'agissait de la vérité. Il avait consacré sa vie à observer, à calculer, à démontrer. Comment pouvait-il renier ce que ses yeux et son esprit lui montraient avec une telle clarté ? Sa santé, déjà chancelante, se détériorait sous le poids de l'inquiétude. Ses yeux, qui avaient percé les mystères du cosmos, étaient fatigués, souvent douloureux. L'arthrite rongeait ses articulations, rendant chaque mouvement difficile. Mais son esprit restait vif, incandescent, toujours prêt à défendre ses découvertes. Il se souvenait des paroles du cardinal Bellarmin, prononcées des années auparavant. Si une preuve réelle et certaine devait être trouvée que le Soleil est au centre du monde. Pour Galiléo, cette preuve était là, inscrite dans les pages de son « Dialogue ». Il avait cru avoir respecté les formes en présentant la théorie comme une hypothèse, mais l'esprit de son texte était sans équivoque. L'ordre de se présenter devant le Saint-Office arriva à Florence à l'automne de 1632, une missive scellée du sceau papal, dont la lecture fit pâlir le grand-duc Ferdinand II de Médicis. Le jeune duc, qui avait jadis admiré Galiléo et qui continuait à le soutenir, se retrouva pris entre deux feux. D'un côté, son respect pour le grand savant et l'honneur de sa maison, de l'autre, la puissance écrasante du pape et de l'Inquisition. Il tenta de temporiser, arguant de la mauvaise santé de Galiléo, de son grand âge, de la difficulté du voyage en plein hiver. Il dépêcha des émissaires à Rome, plaidant la cause de son mathématicien. Mais Urbain VIII était inflexible. Sa rancœur personnelle s'était muée en une détermination froide. Il ne s'agissait plus seulement de science, mais d'obéissance, de l'affirmation de l'autorité pontificale. Il ordonna que Galiléo soit amené à Rome, menotté s'il le fallait, si les arguties sur sa santé persistaient. Le message était clair, aucune excuse ne serait acceptée. Galiléo, recevant la nouvelle, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Rome, la ville éternelle, mais aussi la ville de l'Inquisition. Il avait déjà affronté ces tribunaux en 1616, mais la situation était différente. À l'époque, il y avait eu Bellarmin, un théologien respecté mais ouvert à la discussion, et un pape, Paul V, moins personnellement impliqué. Maintenant, c'était Urbain VIII, son ancien ami, qui le convoquait, et l'accusation était plus grave. Non pas une simple mise en garde, mais une accusation d'hérésie potentielle, de désobéissance directe. Le voyage fut retardé par les efforts du grand-duc, mais l'Inquisition ne céda pas. En janvier 1633, l'ordre définitif arriva. Galiléo devait partir. Le grand-duc Ferdinand II, la mort dans l'âme, ne put que s'incliner. Il offrit à Galiléo sa litière ducale, un signe d'honneur et une tentative de protection symbolique, pour adoucir les rigueurs du voyage et montrer aux Romains que le savant n'était pas un criminel ordinaire. Le départ de Florence fut une épreuve. L'air était froid et humide, le ciel bas et gris, comme si la ville elle-même pleurait le départ de son illustre fils. Galiléo, emmitouflé dans de lourdes fourrures, son corps frêle secoué par la toux, fut aidé à monter dans la litière. Ses serviteurs, leurs visages marqués par la tristesse et l'inquiétude, s'affairaient autour de lui.
Ses filles, Virginia et Livia, les religieuses sœurs Marie-Céleste et sœur Arcangela, restées au couvent de San Matteo à Arcetri, étaient présentes dans son esprit, leurs prières l'accompagnant. Il avait échangé des lettres émouvantes avec sœur Marie-Céleste, qui lui avait exprimé son angoisse et son soutien indéfectible. Elle était son ancre spirituelle, son lien le plus cher avec le monde. La litière s'ébranla lentement, les roues grinçant sur les pavés humides, les mules soufflant dans l'air froid. Les murs ocres de Florence s'éloignèrent peu à peu, le dôme de Brunelleschi s'estompant dans la brume matinale. Galiléo regarda par la petite fenêtre, son regard balayant les collines toscanes qu'il aimait tant, les cyprès sombres se découpant sur le ciel pâle. Chaque arbre, chaque courbe du paysage, lui était familier, une partie de son être. Il laissait derrière lui non seulement sa maison, mais aussi son laboratoire, ses instruments, ses livres, tout ce qui avait constitué le tissu de sa vie. Le voyage vers Rome fut long et pénible. Les routes, souvent boueuses et défoncées, rendaient chaque kilomètre une torture pour le vieil homme souffrant d'arthrite. Les jours étaient courts, les nuits longues et glaciales. Il s'arrêtait dans des auberges froides et sombres, où le feu de cheminée peinait à réchauffer ses os. Il passait ses nuits à réfléchir, à rejouer les arguments de son « dialogue », à se demander où il avait pu commettre une erreur, non pas scientifique, mais stratégique. Avait-il été trop audacieux, trop confiant dans la raison et la bonne foi de ses interlocuteurs? Il se remémorait les discussions passionnées avec ses amis, les académiciens du Lincei, qui l'avaient encouragé, qui avaient vu la beauté et la vérité de ses découvertes. Il se souvenait des moments d'illumination, des nuits passées à son télescope, le froid mordant ses doigts, mais l'âme embrasée par la vision des merveilles célestes. Comment ces vérités pouvaient-elles être considérées comme des mensonges, comme des menaces à la fois? Pour lui, elles étaient une glorification de la création divine, une preuve de la magnificence du grand architecte de l'univers. Arrivé aux portes de Rome, après plusieurs semaines de voyage, Galiléo fut logé au palais de l'ambassadeur de Toscane, un privilège accordé par Urbain VIII lui-même, un dernier vestige de leur ancienne amitié, ou peut-être une tentative d'adoucir l'image publique du procès à venir. Mais même dans les splendeurs du palais, Galiléo se sentait prisonnier. Les murs étaient ornés de fresques vibrantes et de tapisseries somptueuses, mais l'air y était lourd d'une attente oppressante. Les fenêtres donnaient sur les rues animées de Rome, mais il ne pouvait en jouir librement. Il était sous surveillance, un invité contraint. Le printemps de 1633 apportait à Rome ses parfums enivrants de fleurs et la douce chaleur du soleil. Mais pour Galiléo, l'ambiance était hivernale. Les premières convocations du Saint-Office arrivèrent. Il devait se présenter, seul, devant un tribunal composé d'hommes d'église, dont la plupart étaient étrangers à la science qu'il avait tant aimée et servie. Le premier interrogatoire eut lieu le 12 avril. Galiléo, vêtu de sa robe noire usée, apparut devant les juges de l'Inquisition, des visages graves et impassibles, assis autour d'une longue table de bois sombre. La pièce était austère, les murs nus, le silence pesant, interrompu seulement par le grattement des plumes sur le parchemin des greffiers. L'air était froid, et il sentit un frisson le parcourir malgré la saison. Il fut interrogé sur le décret de 1616, sur la promesse qu'il avait faite de ne pas tenir ni défendre la doctrine copernicienne. Sa mémoire, ou plutôt sa version des faits, était floue. Il affirma qu'on lui avait seulement interdit de défendre le copernicianisme comme une vérité, mais qu'il pouvait l'exposer comme une hypothèse. Il avait cru pouvoir contourner l'interdiction en présentant son « dialogue » de cette manière. Il expliqua qu'il avait veillé à ce que les arguments pour les deux systèmes soient présentés, et qu'il avait même conclu en faveur de la position traditionnelle, comme le pape l'avait souhaité. Mais les inquisiteurs n'étaient pas dupes. Ils avaient lu le « dialogue » et l'ironie, la force persuasive de Salviati par rapport à la faiblesse de Simplicio était trop évidente. Ils pointèrent du doigt les passages où Galiléo semblait ridiculiser la position de l'Église, et surtout, les arguments qu'Urbain VIII lui-même avait suggérés. Le cœur de Galiléo battait la chamade. Il sentait le piège se refermer. Il tenta de se défendre, de justifier ses intentions, de plaider son innocence. Il était un homme de foi, un catholique fervent, respectueux de l'autorité ecclésiastique. Ses découvertes, insistait-il, ne contredisaient pas la foi, mais révélaient la grandeur de Dieu. Les Écritures, expliqua-t-il, parlaient le langage des hommes, et devaient être interprétées, non pas littéralement, surtout quand elles abordaient des questions de science. C'était là le cœur de son argument, une position qu'il avait déjà défendue par le passé. Mais ces mots se perdaient dans le silence hostile de la salle. Ces juges ne cherchaient pas une explication scientifique ou une interprétation théologique nuancée. Ils cherchaient une confession, une soumission. Le procureur de l'Inquisition, un homme au visage sévère et aux yeux perçants, le pressait, le piégeait avec ses propres mots, tirés de son livre. Galiléo, épuisé et affaibli, se sentait seul face à cette machine implacable. Les ombres dans la salle s'allongeaient, les bougies vacillaient, projetant des danses fantomatiques sur les murs. Il sentait le poids des siècles de doctrine, de tradition, d'autorité qui pesaient sur lui. Il n'était pas seulement un homme face à des hommes, mais un individu face à une institution millénaire, un esprit novateur face à un bastion de l'orthodoxie.
La tension était palpable, chaque question était un coup de marteau, chaque réponse une tentative désespérée de se défendre. Il était clair que l'issue était déjà écrite. Le procès n'était qu'une formalité, un spectacle destiné à affirmer la suprématie de l'Église sur la pensée scientifique. L'ombre du cardinal Bellarmine planait sur la salle, son avertissement de 1616 résonnant comme un écho prophétique. Galiléo avait ignoré cet avertissement, non par défi, mais par une conviction inébranlable en la vérité. Les interrogatoires se poursuivirent pendant des semaines. Galiléo, affaibli, logeait désormais dans les appartements du Saint-Office, sous garde, une cellule de luxe, mais une cellule tout de même. Il était surveillé, ses lettres interceptées, son moral miné. Il se sentait trahi par son ami, Urbain VIII, qui avait permis que la situation en arrive là. Il se remémorait leurs conversations passées, les heures passées à discuter des étoiles, de la philosophie, de la poésie. Où était passé cet homme cultivé et ouvert d'esprit ? Il avait été remplacé par le pontife, le gardien de la doctrine, l'homme d'État. La pression psychologique était immense. On le menaçait de la torture, une menace qui, bien que rarement appliquée aux hommes de son rang et de son âge, était suffisante pour briser les esprits les plus forts. Il avait peur, non seulement pour lui-même, mais pour l'avenir de la science, pour la vérité qu'il avait cherché à révéler. Il passa de longues nuits blanches, regardant les étoiles à travers la fenêtre grillagée de sa chambre, les mêmes étoiles qu'il avait scrutées avec son télescope, les mêmes étoiles qui témoignaient de la vérité de son système. Mais ici, à Rome, sous le regard implacable de l'Inquisition, ces étoiles semblaient lointaines et indifférentes. La beauté du cosmos contrastait cruellement avec la petitesse et la cruauté des affaires humaines. Le grand-duc Ferdinand II, malgré ses efforts initiaux, ne pouvait plus rien faire. La menace d'excommunication pesait sur quiconque oserait défier la volonté du pape. Les Médicis, bien que puissants, ne pouvaient pas se permettre un conflit ouvert avec Rome. Galiléo était seul, abandonné par les puissances séculières qu'il avait jadis protégées. Le 22 juin 1633, le verdict tomba, lourd et inévitable. Galiléo fut contraint d'abjurer, de renoncer publiquement à ses erreurs et hérésies. Dans la grande salle du couvent de la Minerve, devant une assemblée de cardinaux, de prélats et de théologiens, le vieil homme, agenouillé, les mains posées sur la Bible, prononça les mots de rétractation qu'on lui avait dictés. Sa voix était faible, à peine audible, brisée par l'émotion et l'humiliation. Je jure que j'ai toujours cru, que je crois maintenant et que, avec l'aide de Dieu, je croirai à l'avenir tout ce que tient, prêche et enseigne la Sainte Église catholique et apostolique. Mais parce que, après avoir été juridiquement enjoint par ce Saint-Office d'abandonner entièrement la fausse opinion que le Soleil est le centre du monde et immobile, et que la Terre n'est pas le centre du monde et qu'elle se meut, et de ne plus tenir, défendre ou enseigner de quelque manière que ce soit, oralement ou par écrit, la dite fausse doctrine. Je suis maintenant reconnu comme ayant transgressé ce commandement. Chaque mot était un couteau dans son cœur, un reniement de toute une vie de travail, de toute une quête de la vérité. Ses yeux, qui avaient vu si loin dans l'univers, étaient maintenant baissés, fixés sur le sol, comme s'il cherchait à y trouver une échappatoire, un refuge. La lumière du jour, filtrant par les hautes fenêtres, éclairait la poussière dans l'air, les visages sévères des inquisiteurs, l'expression de triomphe silencieux sur certains d'entre eux. Après l'abjuration, la sentence fut prononcée. Le dialogue fut interdit et mis à l'index des livres prohibés. Galiléo fut condamné à la prison à vie, une peine commuée presque immédiatement en résidence surveillée, d'abord au palais de l'archevêque de Sienne, puis dans sa propre villa d'Arcetri. Il était désormais un homme brisé, sous surveillance constante, interdit de publier quoi que ce soit sans permission. En sortant de la salle, selon la légende, il aurait murmuré « Epur simuov ». Que ce soit vrai ou non, ce cri silencieux résonnait dans le cœur de tous ceux qui, comme lui, savaient que la vérité ne peut être étouffée par le décret des hommes. Le ciel de Rome, indifférent au drame terrestre, continuait son mouvement éternel, portant en lui les secrets que Galiléo avait osé dévoiler. Le retour à Arcetri fut un voyage dans l'obscurité, non seulement physique, mais aussi spirituel. La villa, autrefois un havre de paix et de découverte, devint sa prison. Les télescopes, qui avaient été ses yeux sur l'univers, restèrent silencieux. La lumière de la connaissance avait été éteinte par la main de l'homme, ou du moins, on l'avait cru. Mais la vérité, comme les étoiles, brillait toujours, même invisible à l'œil nu, attendant son heure pour être redécouverte et célébrée. Le silence qui entourait Galiléo n'était pas celui de l'oubli, mais celui de la méditation forcée, un silence lourd de la conviction inébranlable que l'univers, malgré tout, continuait de tourner. Ses mains tremblantes, jadis si agiles pour polir les lentilles et tracer les trajectoires célestes, étaient désormais celles d'un homme vaincu en apparence, mais dont l'esprit, au fond de lui, restait libre et insoumis. Le parfum des cyprès et du jasmin d'Arcetri, qui autrefois l'apaisait, portait désormais l'écho amer de sa défaite, mais aussi la promesse silencieuse d'une victoire future, celle de la raison sur l'obscurantisme. L'histoire n'était pas finie, elle venait seulement de prendre un tournant inattendu, une pause forcée avant de reprendre son cours inexorable vers la lumière.
Le chemin du retour vers Arcetri s'étirait, sinueux et poussiéreux, sous un ciel de fin d'été toscan, lourd d'une promesse de chaleur persistante. La litière ducale, qui l'avait transporté à Rome avec une dignité forcée, le ramenait désormais dans une solitude plus profonde encore. Chaque chaos, chaque grincement des roues sur les pierres du chemin résonnait dans le corps meurtri de Galiléo, rappelant la fragilité de sa carcasse et le poids des événements récents. Ses yeux, déjà affaiblis par des décennies à sonder l'abîme étoilé, se voilaient parfois d'une brume de fatigue et de tristesse, mais l'esprit, lui, restait une forge ardente. La Villa Il Gioiello, son bijou, niché sur les collines d'Arcetri, se dessina enfin à l'horizon, une silhouette familière et pourtant étrangement lointaine. Ses murs ocre, réchauffés par le soleil couchant, semblaient l'accueillir avec une mélancolie douce, tandis que les cyprès élancés se dressaient comme des sentinelles silencieuses. C'était sa maison, son refuge, le lieu où il avait tant observé, tant écrit, tant rêvé. Mais ce n'était plus tout à fait la même maison. Elle était devenue une prison, dorée certes, mais une prison dont les murs, invisibles, étaient tissés de décrets ecclésiastiques et de surveillance constante. En descendant de la litière, ses jambes flageolèrent. Un jeune assistant, qui l'avait accompagné tout au long de ce voyage forcé, le soutint. L'air d'Arcetri, empli du parfum des vignes mûres et de la terre chaude, lui parut doux et amer à la fois. Les oliviers frissonnaient sous une brise légère, et le chant des cigales emplissait l'atmosphère d'une mélopée lancinante. Il inspira profondément, tentant de chasser de ses poumons l'odeur persistante de l'encens et de la pierre froide des tribunaux romains. Sa fille, sœur Marie-Céleste, née Virginia Galilei, son rayon de soleil, l'attendait. Elle ne pouvait quitter le couvent de San Matteo, situé à quelques pas de la villa, mais ses prières, ses lettres, ses petits présents, une confiture de fruits ou un linge brodé avaient été son unique réconfort durant les longs mois d'épreuve à Rome. Elle était la gardienne de son âme, la seule à comprendre, sans mots, l'étendue de sa souffrance. Le simple fait de savoir sa présence si proche, à travers les rangées de vignes et les sentiers rocailleux, était une ancre dans la tempête. Il imaginait ses yeux doux, son sourire bienveillant, et son cœur se serrait d'une affection mêlée de culpabilité. Culpabilité d'avoir provoqué cette douleur par sa quête inlassable de la vérité. La villa, autrefois animée par les allées et venues d'élèves, de savants et de curieux, régnait désormais dans un silence pesant. Seuls les bruits domestiques, le murmure des serviteurs, le craquement du bois sous les pas, venaient rompre cette quiétude forcée. Des gardes, des hommes du Saint-Office, étaient postés à l'entrée, des ombres discrètes mais omniprésentes, rappelant à chaque instant l'étendue de sa déchéance. Il ne pouvait recevoir de visiteurs sans permission, ne pouvait écrire ni publier sans l'approbation des censeurs. Son « dialogue », la quintessence de son œuvre, était interdit, mis à l'index, voué à l'oubli par décret. Dans son bureau, l'odeur familière du papier jauni et de l'encre de noix l'enveloppa. Ses instruments, ses télescopes aux lentilles polies avec tant de soin, semblaient le regarder avec un reproche silencieux. Les cartes célestes, épinglées au mur, affichaient des constellations qui, elles, continuaient leur danse éternelle, indifférentes aux tribulations des hommes. Il passa une main lasse sur la surface froide d'un tube d'observation, sentant le laiton poli sous ses doigts. Ces objets, autrefois ses compagnons les plus fidèles dans la découverte, étaient maintenant des reliques d'un passé révolu. Le soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines, embrasant le ciel de teinte pourpre et orangée, Galiléo s'assit près de la fenêtre. Ses pensées étaient un tourbillon d'amertume et de résignation. Comment l'homme qui avait ouvert les yeux de l'humanité sur l'immensité du cosmos, qui avait révélé la beauté mathématique de la création divine, pouvait-il être réduit au silence, contraint de renier ce que ses propres yeux avaient vu et ce que sa raison avait prouvé? Il se remémora les visages impassibles des inquisiteurs, les questions insidieuses, le poids menaçant de la torture, une menace à peine voilée pour un homme de son âge et de sa condition. Il avait abjuré, oui, il avait prononcé les mots qui reniaient la vérité la plus profonde de son être. Mais avait-il eu le choix? La peur, cette peur primitive et tenace, s'était agrippée à lui, et la pensée de la prison, de la souffrance physique, l'avait brisé. Mais au-delà de la peur, il y avait la conviction que cette abjuration n'était qu'une formalité, un masque pour apaiser la fureur du pouvoir temporel. La vérité, elle, subsistait, immuable, gravée dans le tissu même de l'univers. Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une routine morne. La correspondance avec sœur Marie-Céleste devint son principal lien avec le monde extérieur. Ces lettres, écrites d'une main fine et affectueuse, étaient des baumes pour son âme blessée. Elle lui parlait de la vie au couvent, de ses prières, de ses petits soucis quotidiens, et toujours, de son amour indéfectible et de sa foi en lui. Elle était sa confidente silencieuse, celle qui ne jugeait pas, celle qui comprenait la solitude de son génie. « Mon père très cher, écrivait-elle d'une plume légère, combien je prie pour votre santé et votre sérénité. Que Dieu vous garde et vous protège de tout mal. Je continue de faire mes confitures de coin pour vous, sachant que vous les aimez. N'oubliez pas de prendre vos remèdes, et ne vous souciez pas trop des choses du monde, car la vérité de Dieu est au-dessus de tout. » Ces mots, simples et profonds, réchauffaient son cœur. Il lui répondait, parfois avec une pointe d'humour,
parfois avec une lassitude qu'il ne pouvait dissimuler. Il lui racontait ses insomnies, ses maux de tête persistants, la lente dégradation de sa vue. Il ne pouvait lui parler de ses travaux, car toutes les lettres étaient lues par les censeurs, mais il laissait transparaître son besoin de comprendre, son esprit toujours en éveil. Pourtant, malgré les restrictions et la surveillance, l'esprit de Galiléo ne pouvait rester inactif. La science, pour lui, n'était pas une profession, mais une passion, une nécessité vitale. Il ne pouvait plus écrire sur l'astronomie, mais d'autres domaines restaient ouverts à son exploration. Les fondations de la physique moderne, la science du mouvement, la résistance des matériaux, ces questions le hantaient depuis des années. Il commença à travailler en secret, ou du moins, avec une discrétion extrême. Ses assistants, quelques fidèles, savaient lire entre les lignes, comprendre les gestes. Les livres, les parchemins, les instruments, tout ce qui avait été son univers, reprirent une place centrale, mais avec une prudence nouvelle. Les discussions avec ces rares visiteurs autorisés, comme le grand-duc Ferdinand II de Médicis ou quelques amis savants triés sur le volet, étaient codées, les idées échangées par allusion, par des silences éloquents. Ferdinand II, malgré sa position délicate, continuait à lui témoigner son respect et à lui apporter un soutien moral, une lueur dans l'obscurité. Il savait le génie de son ancien précepteur et la cruauté de son sort. Dans l'ombre de sa villa, loin des regards inquisiteurs, Galiléo repensa à ses expériences sur la chute des corps, aux lois de la mécanique. Il avait déjà posé les bases de ses travaux bien avant sa condamnation, mais l'interdiction de l'astronomie le poussa à y concentrer toute son énergie. Il esquissait des diagrammes sur des feuilles volantes, calculait des trajectoires, méditait sur la nature du mouvement et de la force. Ses doigts, autrefois agiles pour pointer son télescope vers les cieux, étaient maintenant courbés par l'arthrite, mais il traçait encore avec une précision étonnante les courbes et les angles qui allaient définir une nouvelle science. C'est ainsi que, discrètement, fragment après fragment, commença à prendre forme son dernier chef-d'œuvre, les Discours concernant deux nouvelles sciences. Il y abordait la résistance des matériaux et le mouvement des corps, des sujets apparemment éloignés de la controverse copernicienne, mais qui posaient les fondations de la physique moderne. C'était une forme de résistance silencieuse, une affirmation de l'indépendance de l'esprit humain face à l'autorité. S'il ne pouvait plus explorer les cieux, il explorerait la terre, le mouvement, les lois qui régissaient le monde tangible. Mais le corps, lui, ne suivait plus la vivacité de l'esprit. L'arthrite devenait de plus en plus douloureuse, rendant la marche difficile, les gestes précis presque impossibles. Et puis, il y avait ses yeux. Ceux qui avaient percé le voile des ténèbres cosmiques, qui avaient révélé les montagnes de la Lune et les satellites de Jupiter, commençaient à le trahir. La vue, déjà faible, déclinait inexorablement. D'abord une légère brume, puis une obscurité progressive, comme un voile qui se posait lentement sur le monde. L'ironie était cruelle. L'homme qui avait vu plus loin que quiconque, qui avait ouvert une fenêtre sur l'univers, était condamné à la cécité. La lumière du jour, qui autrefois inondait son bureau, se transformait en une pénombre indistincte. Les formes se brouillaient, les couleurs s'estompaient, et bientôt, le monde se réduisit à des ombres et des contours incertains. C'était une torture lente, une punition symbolique pour celui qui avait osé trop voir. Sœur Marie Céleste, consciente de sa souffrance, lui écrivait avec une tendresse infinie, lui lisant à haute voix des passages de la Bible ou des poèmes qu'il aimait. Elle était ses yeux, ses mains, sa voix. Mais elle-même, fragile, était consumée par une maladie insidieuse. Son corps, épuisé par les rigueurs de la vie monastique et l'éveil, la trahissait également. Les conversations avec les quelques savants autorisés à le visiter prenaient une nouvelle dimension. Il ne pouvait plus leur montrer ses observations, mais il leur dictait ses pensées, ses calculs, ses hypothèses. Ses derniers disciples, jeunes et ardents, s'asseyaient à ses côtés, écoutant avec dévotion les paroles de leur maître aveugle, notant chaque mot, chaque idée. Ils étaient les dépositaires de son héritage, les passeurs de la flamme. Le savoir, une fois allumé, ne s'éteint jamais vraiment. Le silence de la villa était parfois rompu par des éclats de rire d'enfants, ceux de ses neveux ou petits-neveux, qui venaient parfois lui rendre visite. Le son de leur voix innocente, leur jeu dans le jardin, apportait une touche de vie et d'espoir dans sa retraite forcée. Il les écoutait, son visage marqué par la fatigue et la sagesse, et songeait à l'avenir, à cette nouvelle génération qui, un jour, reprendrait le flambeau de la connaissance. La mort de sœur Marie Céleste, en 1634, fut un coup dévastateur. Elle fut emportée par la maladie, laissant Galiléo dans une solitude abyssale. Le monde, déjà assombri par sa cécité physique, devint un lieu de ténèbres émotionnelles. Il avait perdu son ancre, sa confidente, le lien le plus précieux qui le rattachait à la tendresse humaine. Ses larmes, silencieuses, coulaient sur ses joues burinées, marquant le passage d'une douleur insurmontable. Il lui restait une autre fille, Livia, également religieuse sous le nom de sœur Arcangela, mais leur lien n'avait jamais été aussi profond. Pourtant, même dans cette obscurité et ce deuil, l'esprit de Galiléo refusait de plier. Il continuait de dicter ses discours, affinant ses arguments, perfectionnant ses démonstrations. Il savait que cet ouvrage, même s'il ne traitait pas directement des cieux,
était une contribution fondamentale à la science, une preuve que la raison, l'observation et la mesure étaient les clés de la compréhension du monde. Il y avait une forme de vengeance intellectuelle dans cette persévérance, une manière de prouver que la vérité ne pouvait être emprisonnée. Les manuscrits des discours furent passés en contrebande hors d'Italie, traversant les Alpes pour être publiés aux Pays-Bas, une terre de liberté d'expression relative. En 1638, l'ouvrage parut à Leyde, sous le titre complet « Discours et démonstrations mathématiques concernant deux nouvelles sciences ». Ce fut un triomphe silencieux, une victoire posthume pour un homme encore en vie, mais déjà considéré par beaucoup comme un martyr de la science. Le monde savant d'Europe, qui avait déjà lu son « Dialogue » en secret, découvrait avec avidité ces nouvelles réflexions. Le pape Urbain VIII, dans les fastes du Vatican, devait être informé de cette nouvelle publication. Quelle fut sa réaction? Peut-être une pointe de colère, une résignation amère face à l'inéluctabilité du génie. Il avait cru pouvoir contenir le torrent de la nouvelle science, mais les digues qu'il avait dressées n'avaient fait que le dévier, pas l'arrêter. L'influence de Galiléo grandissait, même dans sa cécité et son confinement. Dans sa villa d'Arcetri, Galiléo, désormais complètement aveugle, ne pouvait plus lire les lettres ni les livres. Le monde extérieur était devenu une symphonie de sons, de parfums, de touchés. Ses autres sens s'étaient aiguisés, compensant la perte de la vue. Il écoutait le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux, le murmure des voix de ses assistants. Il sentait la chaleur du soleil sur sa peau, le froid de la pierre sous ses doigts. Et dans son esprit, les étoiles continuaient de briller, les planètes de tourner, les lois de la physique de s'articuler avec une clarté cristalline. Il devint un symbole, même de son vivant. Le savant aveugle, enchaîné à sa vérité, continuait de guider l'humanité vers la lumière. Ses dernières années furent marquées par la maladie et la solitude, mais jamais par l'abandon de sa quête. Il mourut en 1642, à l'âge de 77 ans, sans avoir jamais retrouvé la liberté ni la reconnaissance officielle de l'Église. Le soleil, qu'il avait prouvé être le centre de notre monde, continua de se lever sur Arcetri, baignant la villa de sa lumière dorée. Le vent soufflait à travers les cyprès, portant les murmures des siècles. La vérité, interdite pendant un temps, s'était frayé un chemin. Elle avait survécu à l'Inquisition, au décret, à l'abjuration forcée. Elle avait survécu à la cécité et à la mort de son plus ardent défenseur. Car la vérité, comme les étoiles qu'il avait tant aimées, ne peut être niée. Elle est, et elle tourne, et le silence d'Arcetri, empli des échos de son génie, devint le témoignage d'une victoire qui transcendait le temps, la foi et les hommes. La lumière de la connaissance, vacillante un instant, s'était rallumée, plus forte et plus brillante que jamais, éclairant le chemin des générations futures. Son héritage, tissé dans les fibres mêmes de la méthode scientifique, était désormais gravé non pas dans la pierre froide d'un tribunal, mais dans le mouvement incessant des astres et la raison inébranlable de l'esprit humain. Le corps de Galileo Galilei, usé par les années, les maladies et le poids d'une vérité étouffée, rendit son dernier souffle à Arcetri, dans sa villa Il Gioiello, le 8 janvier 1642. La nuit était froide, étoilée, et le vent d'hiver murmurait à travers les cyprès, comme une lamentation ancienne. Ses yeux, qui avaient jadis percé les mystères du cosmos, étaient désormais clos pour toujours, aveugle dans la mort comme il l'avait été dans ses dernières années de vie, mais son esprit, lui, s'était envolé vers les cieux qu'il avait tant aimés. Dans la petite villa, le silence était épais, seulement brisé par les sanglots contenus de ses fidèles assistants et des quelques serviteurs qui lui étaient restés dévoués jusqu'à la fin. Le jeune Viviani, l'un de ses derniers disciples, veillait près du lit de mort, le visage ravagé par le chagrin. Il avait été le témoin de la grandeur de son maître, de son génie incandescent et de son calvaire silencieux. Il savait que le monde venait de perdre une lumière, une étoile de première magnitude. Le matin, la nouvelle de la mort de Galiléo se répandit comme une onde, d'abord à Arcetri, puis à Florence. Le grand-duc Ferdinand II de Médicis, qui avait toujours conservé une affection et un respect profond pour son ancien précepteur, fut profondément attristé. Il ordonna que des obsèques solennelles soient célébrées et qu'un monument grandiose soit érigé en l'honneur du savant dans la basilique Santa Croce, le panthéon des gloires florentines. Cependant, Rome, par la voix du pape Urbain VIII, veillait. Le Saint-Office, toujours vigilant, intervint promptement. Le corps de l'homme qui avait abjuré l'hérésie ne pouvait être honoré publiquement. Le « crime » de Galiléo, bien que pardonné en apparence par l'abjuration, continuait de planer sur sa mémoire. Ses restes furent inhumés discrètement dans un petit caveau de la basilique Santa Croce, sous le clocher, sans aucune plaque commémorative, sans la moindre inscription. L'Église, dans sa sagesse implacable, voulait que son souvenir s'estompe, que sa fausse doctrine soit effacée de la mémoire collective. À Rome, le pape Urbain VIII, Maffeo Barberini, apprit la mort de Galiléo avec une complexité d'émotions. Il était lui-même un vieil homme, le poids du pontificat pesant lourdement sur ses épaules. La guerre de 30 ans continuait de ravager l'Europe, et son autorité était contestée de toutes parts. Il se souvenait de l'homme brillant qu'avait été Galiléo, de leurs conversations animées, de l'admiration qu'il lui avait autrefois portée.
Mais il se souvenait aussi de l'affront personnel, de la moquerie perçue dans le dialogue, de la nécessité impérieuse de défendre la doctrine de l'Église face à un monde en pleine effervescence intellectuelle et religieuse. Son visage, marqué par les ans et les soucis, trahissait une fatigue profonde. Dans les splendeurs froides du Vatican, entouré des tapisseries somptueuses et des fresques de Raphaël, il s'interrogeait sur l'héritage de ses propres décisions. Avait-il fait le bon choix? Avait-il été trop dur, ou pas assez? La paix de l'Église était-elle réellement menacée par un homme qui, armé d'une lunette, prétendait que la terre tournait? Il se raccrochait à la conviction que son devoir premier était de préserver l'unité et l'orthodoxie de la foi catholique. La science, à ses yeux, devait rester la servante de la théologie, non sa maîtresse. Il ordonna que l'interdiction des œuvres de Galiléo soit maintenue, et que son nom ne soit plus prononcé avec respect dans les enceintes ecclésiastiques. C'était la sentence finale, silencieuse mais implacable, prononcée par le vicaire du Christ. Pourtant, la mort ne pouvait éteindre la lumière de la vérité. Les « Discours concernant deux nouvelles sciences », publiés clandestinement à Leyde en 1638, continuaient de circuler à travers l'Europe. Ils franchissaient les frontières, traversaient les mers, portés par des érudits, des marchands, des diplomates. Les presses hollandaises, plus libres que celles d'Italie, continuaient d'imprimer les œuvres interdites de Galiléo, offrant au monde un accès à cette nouvelle pensée. Dans les universités de Padoue, de Paris, d'Oxford, de Cambridge, les jeunes esprits avides de connaissances dévoraient ses écrits. Les arguments de Galiléo, sa méthode basée sur l'observation, la mesure et l'expérimentation, commençaient à s'enraciner. Il n'était plus seulement un astronome, il était le père d'une nouvelle façon de penser, le champion de la science moderne. Ses idées, bien que censurées en Italie, inspiraient une nouvelle génération de scientifiques. Des hommes comme René Descartes, Christian Huygens et Isaac Newton, qui naquit l'année même de la mort de Galiléo, allaient bâtir sur les fondations qu'il avait posées. Newton, en particulier, reconnaîtra l'immense dette qu'il devait à Galiléo pour ses travaux sur le mouvement et la gravité. Le « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde », malgré son inscription à l'index, était également lu en secret. Ses arguments, la clarté de sa prose, l'éloquence de Salviati, continuaient de convaincre les esprits ouverts. L'ironie et la subtilité du texte, qui avait tant courroucé Urbain VIII, étaient désormais perçues comme une forme de courage intellectuel, une manière audacieuse de présenter une vérité dérangeante. La légende des « Epur Simuov », même si son authenticité historique est contestée, devint un symbole puissant de la résistance de l'esprit humain face à l'oppression dogmatique. Elle cristallisa l'idée que la vérité scientifique, une fois établie, ne peut être niée indéfiniment par l'autorité. La communauté scientifique européenne, bien que dispersée et soumise à des pressions diverses, commença à s'unir autour des principes galiléens. Les académies scientifiques, comme la Royal Society de Londres ou l'Académie des sciences de Paris, qui émergeraient dans les décennies suivantes, deviendraient les bastions de cette nouvelle approche empirique du monde, plaçant l'observation et l'expérimentation au-dessus de l'autorité des textes anciens. L'héritage de Galiléo n'était pas seulement une série de découvertes spécifiques, mais une révolution méthodologique, un changement fondamental dans la manière dont l'humanité cherchait à comprendre l'univers. Les années passèrent, les décennies s'écoulèrent. Le monde changeait, les lumières de la raison commençaient à poindre à l'horizon, remettant en question les fondements même de l'autorité et de la tradition. L'affaire Galiléo, qui avait semblé être une victoire éclatante de l'Église sur l'hérésie, commençait à être perçue comme un symbole de l'obscurantisme, un frein au progrès de la connaissance. Ce n'est qu'en 1737, près d'un siècle après sa mort, que les restes de Galiléo purent enfin être transférés dans un tombeau monumental au sein de la basilique Santa Croce, comme l'avait souhaité le grand-duc Ferdinand II. Sa dépouille fut placée en face de celle de Michel-Ange, un autre géant de la Renaissance, un geste symbolique fort, reconnaissant enfin sa place parmi les grands esprits de Florence et de l'humanité. Le monument, richement sculpté, portait des allégories de l'astronomie et de la géométrie, célébrant les disciplines qu'il avait tant fait avancer. C'était une réhabilitation tardive, mais significative. L'index des livres prohibés, qui avait inscrit le « Dialogue » de Galiléo, ne fut levé qu'en 1835, plus de 2 siècles après sa publication. L'Église catholique, confrontée à l'évidence écrasante des découvertes scientifiques et à l'évolution des mentalités, fut contrainte de réviser sa position. Ce fut un processus lent et douloureux, marqué par des résistances internes et des compromis délicats. La reconnaissance officielle de l'exactitude des thèses coperniciennes et galiléennes ne viendrait que bien plus tard, avec la déclaration du pape Jean-Paul II en 1992, qui admettrait les erreurs de l'Église dans le traitement de l'affaire Galiléo. Le destin de Galileo Galilei est devenu l'un des épisodes les plus emblématiques de l'histoire des sciences, une parabole sur la confrontation entre la foi et la raison, entre l'autorité dogmatique et la liberté de la recherche scientifique. Son procès et sa condamnation ont servi d'avertissement pendant des siècles, mais aussi d'inspiration. Ils ont souligné la nécessité pour la science d'être libre d'explorer, de remettre en question, de découvrir, sans entrave. Le Soleil, qu'il avait prouvé être le centre de notre système,
continue de se lever chaque matin sur les collines d'Arcetri, baignant la Villa il Gioiello d'une lumière dorée. Les vignes mûrissent, les cyprès se balancent au gré du vent, et les cigales chantent leur mélopée éternelle. Les étoiles, ces mêmes étoiles que Galiléo avait scrutées avec tant de passion, continuent leur danse silencieuse dans l'immensité du cosmos, témoins immuables d'une vérité qui ne dépend ni des décrets des hommes, ni des peurs des institutions. L'histoire de Galiléo est celle d'un homme qui, armé de sa curiosité, de sa raison et d'un simple instrument, a osé défier les dogmes de son temps pour révéler une vérité plus grande, plus belle, plus complexe. Il a payé le prix fort pour cette audace, mais son sacrifice n'a pas été vain. Il a ouvert la voie à une nouvelle ère de la connaissance, où l'observation et l'expérimentation sont devenus les piliers de notre compréhension du monde. Son héritage ne réside pas seulement dans les lois du mouvement ou les observations astronomiques, mais dans la méthode scientifique elle-même, dans l'esprit critique qu'il a incarné. Il a enseigné à l'humanité que la vérité n'est pas révélée une fois pour toutes, mais qu'elle doit être recherchée sans cesse, avec humilité et persévérance. Il a montré que le livre de la nature est écrit en langage mathématique, et qu'il faut apprendre à le lire pour comprendre l'œuvre du Créateur. Aujourd'hui, alors que les télescopes géants scrutent les confins de l'univers et que les sondes spatiales voyagent vers des planètes lointaines, la figure de Galileo Galilei demeure une source d'inspiration. Il est le symbole de la quête inlassable de la vérité, de la courageuse confrontation de l'esprit humain avec l'inconnu. Son histoire rappelle que le progrès de la connaissance est souvent semé d'embûches, de conflits, et que la vérité, même la plus évidente, peut être longtemps niée avant d'être universellement acceptée. Le silence d'Arcetri, où il passa ses dernières années, est désormais imprégné non pas du poids de sa condamnation, mais de la résonance de son génie. C'est un silence qui parle de persévérance, de découverte, de la victoire finale de la raison. Le vent qui souffle à travers les feuilles des oliviers porte son nom, et les étoiles qui scintillent au-dessus de sa tombe racontent son histoire, celle d'un homme qui a vu l'univers tel qu'il est, et qui a eu le courage de le dire. Et pourtant, elle tourne. Cette phrase, qu'il aurait murmurée, est devenue l'écho de sa victoire posthume, une affirmation intemporelle de la vérité qui, malgré les tentatives de la museler, finit toujours par se manifester, éclairant le chemin des générations futures. Son souffle final, exhalé dans l'obscurité d'une nuit toscane, n'était pas la fin, mais le prélude à une aube nouvelle pour la science et pour la pensée humaine. Les murs de sa villa, témoins silencieux de tant d'observations et de réflexions, continuent d'abriter son esprit, un esprit qui a su transcender les limites de son époque pour éclairer les siècles à venir. L'héritage de Galilée, vérité interdite un temps, est devenu la pierre angulaire de notre compréhension du cosmos, un phare éternel dans la nuit de l'ignorance.